Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 9h35 avec notre invité ce matin. Nous allons évoquer la situation en Iran. Bonjour à vous, Azadeh Tiryi-Arjangui. Bonjour. Bonjour, je vais vous laisser mettre le micro bien en face de vous. Vous êtes chercheuse associée franco-iranienne à l'ES, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences sociales. Il y a aussi un labo de recherche qu'on peut évoquer. Oui, c'est le CRAL. Ouais, d'accord. Et vous êtes éminemment connecté, si je puis dire, à ce qui se passe en Iran. Nos auditeurs sont aussi très mobilisés sur la situation. Il y a beaucoup d'appels depuis le début de la semaine, notamment autour de ce qui se passe. Et on va le voir avec vous, de ce qui ne se passe pas. J'ai envie de vous poser une première question, Azadeh Tiryi-Arjangui, ce matin. Où en sommes-nous ? Je pense que vous avez des nouvelles assez récentes de l'Iran. Oui, tout à fait. En fait, j'ai reçu un message ce matin d'un ami. Et ces messages, d'ailleurs, je vais vous le dire, c'était très intéressant ce qu'il disait. C'est triste à la fois. C'est que il dit, on voit plus le président. Le président n'existe pas. Même le guide suprême, on a l'impression qu'il est disparu, on ne le voit pas. Et tout est dans les mains des gardiens de la Révolution. Et justement, pas les gardiens de la Révolution, c'est la force sécuritaire, c'est la force de renseignement des gardiens de la Révolution. Et la situation pour eux, pour lui, c'était très compliqué. Parce qu'il disait, j'ai l'impression qu'on est dans un couvre-feu, sans être vraiment dans un couvre-feu. Les Iraniens, ils n'attendent que président Trump, parce que tout seuls, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Et voilà, donc les Iraniens, je ne sais pas, est-ce que pour nous, qu'on est ici, qu'on a un petit peu les déclarations du président Trump, un petit peu controversées, un coup c'est oui, un coup c'est non, est-ce que pour nous, c'est la fin d'innocence, et ce n'est pas le cas pour les Iraniens qui sont à l'intérieur, qui sont coupés complètement au monde ? Ou je ne sais pas, mais en tout cas, il dit que les Iraniens, ils attendent une intervention, ils attendent qu'il y ait ce coup de pouce militaire. Vous savez, c'est ce qui s'est passé récemment. Au fond, aller frapper des cibles très précises, c'est-à-dire au fond des casernes, des passes d'Aran, des gardiens de la Révolution, aller frapper les lieux de pouvoir, aller chercher même Ali Khamenei, pourquoi pas, parce que les services à peu près peuvent savoir où il peut se trouver éventuellement. Ce sont des choses, on va dire, classiques. Il y a aussi les services israéliens qui sont très au fait de ce qui se passe en Iran. Là-dessus, Azadeh Tiryi-Arjangui, comment est-ce qu'on interprète ce qu'a dit Donald Trump, je le lis, qui temporise, qui assure que les tueries ont pris fin et que les exécutions n'auront pas lieu. Pourquoi, selon vous, ce qu'on peut en comprendre, il dit ça, le président des États-Unis ? Je ne sais pas, est-ce que c'est un coup de poker ? Est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose ? Ou il est tout simplement mal conseillé ? Parce que, en fait, le régime de la République islamique, en fait, il ne faut pas penser qu'ils sont juste à l'intérieur de l'Iran. Ils ont leurs bras à l'extérieur. On voit notamment en France aussi, ils ont leur lobby, ce qu'on dit les Iraniens. Ils ont le NAYAC aux États-Unis et ils ont leur influence. C'est pas comme s'ils n'ont rien. Donc, est-ce qu'ils donnent des fausses informations au président Trump ? Est-ce qu'ils sont assez ancrés dans la politique étrangère américaine ? Donc c'est possible qu'en fait il y a des fausses informations. Des jeux d'influence par lui. Quels seraient les lobbies en France pour bien comprendre ce qui se passe ? Les lobbies au fond du régime c'est les réformateurs. C'est les réformateurs qu'en fait ils ont placé absolument tout le monde. Ce que j'étais en train d'expliquer à un de vos collègues est que il ne faut pas penser qu'en fait peut-être depuis des années 2000, début des années 2000, et les réformateurs, notamment, ils n'ont pas laissé le champ vide à l'extérieur de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué leurs célébrités, ils ont fabriqué leurs journalistes, ils ont placé les académiques et les universitaires sur les postes bien précis dans les universités. Donc il y a vraiment un jeu d'influence énorme. Et il y a aussi des Français, les Français académiques qui sont venus les chercher, que maintenant ils portent en quelque sorte la parole de la République islamique. Oui, qui diffusent le message de la République islamique.
et c'est à même de faire réfléchir les pouvoirs occidentaux à se dire faut pas forcément y aller, il y a danger de déstabilisation, mieux vaut un pouvoir théocratique autoritaire que le néant. C'est ce qui se dit, vous pensez? Déjà, il y a une chose aussi, je voulais ajouter. Vous voyez, il y a peut-être une semaine, il y a une amie qui m'a envoyé juste un article d'un très très grand think tank américain. Et en fait, j'ai lu l'article et j'ai dit waouh, autant de contre-vérités quand même, c'est incroyable, qui vient d'un grand think tank américain qu'on le connaît en fait comme tout sauf proche de la République islamique. Oui. Donc là, c'est une chose. Et après, vous savez, les pays arabes qui sont riverains au Golfe Persique, souvent ils disaient que oui, si la République islamique tombe, on va avoir des problèmes, il y aura un problème de déstabilisation de la région. Mais la guerre de 12 jours a démontré que non, cette question en fait est exclue. C'est-à-dire que l'Israël a attaqué l'Iran et la région n'est pas pour autant a été déstabilisée. Et quand on regarde au fond la carte géographique de la zone, du secteur, l'Irak est une zone de déstabilisation en soi. L'Irak est un territoire quand même immense. Vous avez très proche les Émirats, vous avez le Qatar, vous avez le Sultanat d'Oman. En fait, c'est une zone avec l'Arabie Saoudite éminemment qui est gigantesque. Vous avez une zone d'interaction très forte avec des bases américaines. L'Iran est susceptible de riposter si d'aventure M. Trump envoie ses avions bombarder certains sites et de nuire à ce qui se passe autour. Les Israéliens se disent prêts. Oui, les Israéliens disent prêts, mais après, juste, je pense à toutes les attaques qu'ils ont fait en Israël. Vous voyez, tous les missiles qu'ils ont envoyés, les missiles complètement artisanaux qu'ils ont envoyés en Israël. Et ça faisait rire, en fait, tout le monde, les missiles qui arrivaient, et ça ressemblait plutôt... je ne sais pas, en tout cas... Je ne connais pas, je ne connais pas tout ce qu'ils ont dans leur, tout ce qu'ils ont en matière de l'armement. Mais est-ce qu'ils sont capables? Je ne sais pas, l'Israël quand même a détruit pas mal pendant la guerre de 12 jours. Vous pensez que la guerre des 12 jours s'est arrêtée trop tôt? Oui, Azadeh Thierry Arjangui. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, encore le président Trump, il a eu une responsabilité. Parce que l'Israël a dit à ce moment-là qu'on est prête, ils étaient prêts, ce qu'on a entendu, qu'ils étaient prêts en fait à tuer le guide suprême. C'est le président Trump qui l'a empêché. C'est le Donald Trump qui a empêché Benjamin Netanyahou d'aller plus loin, si je puis dire, de décapiter le pouvoir des mollahs en Iran. Oui. Pourquoi? Pour un statu quo? Parce qu'il y a trop d'interactions avec le Qatar, avec d'autres pays plutôt en soutien? Ce qu'on entend de plus en plus. Ce qu'on entend de plus en plus. Et hier, moi, j'ai vu sur les sites personophones que l'Arabie Saoudite avait dit qu'il ne laissera pas les États-Unis utiliser son espace aérien. J'ai entendu que le Qatar, ça fait pas de... on le connaît tous, ses positions. Donc, oui. Bon, avec vous, Azadeh Thierry Arjangui, je vous propose, après la pause, là, dans un instant, de revenir sur la société iranienne. Tout à fait. Quelle est-elle en réalité? Qu'est-ce que l'on sait vraiment des femmes, des hommes, de la jeunesse iranienne, de la fréquentation des mosquées, du désir de libéralisation de cette société, et puis, est-ce qu'au fond, les uns et les autres ont une idée de ce que pourrait être l'après-pouvoir des mollahs? À tout de suite, pour la suite de la vérité en face. Vous nous appelez si vous voulez témoigner, comme vous le faites chaque matin au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Azadeh Thierry Arjangui, chercheuse franco-iranienne à l'école des hautes études en sciences sociales, nous décortiquons la situation en Iran. Mais témoignage tout d'abord avec vous, Mourad. Vous habitez à Nice. Bonjour, Mourad. Bonjour. Vous êtes iranien. Merci pour vos émissions. Oui. Ils sont remarquables. Ah, c'est adorable. Mais vous êtes iranien, Mourad. Quel regard vous portez sur ce qui se passe dans votre pays? Écoutez, si je voulais résumer ce que je ressens, c'est tout simplement une souffrance. Une souffrance et une incapacité à faire quelque chose. Sinon, nous réunir et souhaiter des jours meilleurs parce que le peuple iranien mérite mieux
vit aujourd'hui. Oui. Et quand je sais, je ne parle pas seulement de ceux qui sont tués. Moi, je pense surtout aux prisonniers, parce que je sais ce que leur fait subir. Et là, malheureusement, nous sommes dans l'incapacité d'agir. Je ne sais pas. Oui. Et je ne sais pas quoi faire. Grande inquiétude, j'imagine, pour vous. Nous apprenons d'ailleurs à l'instant que la justice iranienne annonce qu'Arfan Soltani, c'est ce jeune homme de 26 ans qui est une personnalité désormais emblématique, figure de la révolte, ne sera pas condamné à mort. Il y a apparemment un pas en arrière qui est fait, nous allons le commenter avec Zadeh Thierry-Arjangui. Encore un mot avec vous, Mourad, et merci de témoigner ce matin. Vous souhaitez que l'Iran aujourd'hui se libère de ce joug des mollahs. Vous savez, si vous lisez l'histoire d'Iran, malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous avons dans la mythologie iranienne l'histoire d'un tyran qui persécutait le peuple iranien et il s'appelait Zahak. C'était un homme virulent et méchant. De chaque canne de ses bras sortait un serpent. Et cet homme torturait avec sa bande et agissait comme le font aujourd'hui les mollahs en Iran. Il y a eu un jeune forgeron qui s'appelait Kaveh. Et Kaveh seul a réussi à mobiliser le peuple, et le peuple s'est révolté et a réussi à vaincre cet tyran. Et aujourd'hui, parmi les Iraniens, lorsqu'on parle entre nous, eh bien, c'est toujours l'évocation de cette histoire qui donne l'espoir. Qui donne l'espoir. On se dit, ça va être la même chose. Merci, Mourad. Il va y avoir des jeunes qui vont réussir à mobiliser le peuple, même s'il y a 20 000, 2 000, 3 000 ou plus tués. Oui. Eh bien, message d'espérance avec vous. Merci Mourad depuis Nice, citoyen iranien, très triste mais chargé d'espoir. La justice iranienne qui déclare qu'Arfan Soltani finalement ne sera pas condamné à mort, comment l'interpréter, Zadeh Thierry-Arjangui? Comme propagande, comme toujours avec la révolution libérale, bien sûr, avec la République islamique. Nous ne pouvons jamais leur faire confiance. Là, ils ont dit qu'il ne sera pas exécuté, mais peut-être parce qu'ils sont devenus très faibles, ils étaient obligés de négocier. Ils étaient obligés de négocier, ils voulaient montrer quelque chose, mais cela ne veut pas dire de tout que la situation s'est réglée. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on était dans une forme de brutalisation de la société avec la répression. Et maintenant, nous sommes entrés complètement dans une période de la terreur. Maintenant, la République islamique ne sera plus un régime comme avant. On ne peut plus parler de la théocratie. Déjà, j'avais toujours du mal. Nous passons de la répression à la terreur. C'est important ce que vous dites. C'est un changement de gouvernance. Si je peux dire, c'est même pas la gouvernance. C'est-à-dire que désormais, c'est la chape de plomb. C'est la fuite en avant. Bien sûr. Maintenant, en fait, c'est la terreur. C'est la peur permanente comme méthode de domination. Et la peur ne concerne pas uniquement les personnes qui sont en Iran, ça concerne aussi de nous tous, en fait, de la diaspora, de tout le monde. C'est-à-dire que après cet épisode, à chaque fois, en fait, on dit après chaque épisode, mais cet épisode c'était un épisode de terreur. On ne peut pas l'interpréter autrement. Et je pense que les mots et la puissance des mots est très important. Maintenant, nous ne devons plus parler de la répression, mais de la terreur. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon qui prend fait et cause désormais pour les manifestants en Iran, tout en précisant qu'il ne fallait pas créditer Reza Pahlavi. Est-ce qu'il a des arguments? Est-ce qu'il a des arguments valables? Et M. Mélenchon, de quel droit il parle? Et à ma connaissance, il n'est déjà pas président de la République.
Donc sa parole n'a aucune portée, c'est la première chose. Et après, moi, quand je préfère par exemple voir un Gabriel Attal qui est en train d'envoyer des messages avec tellement de sincérité et retenir des messages de Gabriel Attal comme un politique français que regardait Jean-Luc Mélenchon, qui n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt pour les Iraniens. Pas de légitimité Aucune. Aucune. Et s'il veut, il s'occupe juste de lui et et les filles. Et d'ailleurs, quand moi je vois en fait l'Assemblée nationale, j'ai pas envie de regarder côté gauche de l'Assemblée nationale. Je suis désolée. Jean-Luc Mélenchon, il a l'intérêt à garder sa parole pour lui, comme beaucoup d'autres. Oui, notamment après ce qui s'est passé après le 7 octobre, j'imagine, il y a un lien également dans la lecture des événements. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, comment on peut interpréter le 7 octobre de telle manière que M. Mélenchon l'interprète ? Azadeh Thirier-Arjangui, Reza Pahlavi, il est réellement plébiscité par ceux qui se mobilisent en Iran ? Bien sûr. Tout à fait. Il est le fils du chat. Hein. Le fils du chat. Et il y a une chose en fait il faut le dire ici, et que les Français, ils sont en fait, ils regardent des choses avec les lunettes de leur république. Les choses sont différentes en Iran. L'Iran est placé en Moyen-Orient. La situation est complexe. Les regards des Iraniens, forcément, n'est pas les regards des Français. Il faut interpréter les choses dans leur contexte. Et ça, c'est la première chose. Et après, oui, il y a une gauche iranienne, notamment très active en France, qu'on les entend souvent, qui disent, oui, Reza Pahlavi, il est ceci et cela. Mais en fait, cette gauche-là, j'ai envie de dire qu'il oublie une étape très importante. En fait, ils mélangent le temps, qui sont dans un temps très confus, c'est-à-dire qu'ils oublient que d'abord, il faut que le régime chute, et ensuite, il faut un temps de transition. Oui. Et le temps de transition est un temps où il y a la justice, où il y a la liberté, où on a l'espace pour discuter et pour se débattre pour l'avenir du pays. Et pour l'instant, la seule personne qui est capable de mener cette transition, c'est Reza Pahlavi. Il n'y a pas d'autre personne. Allez, merci à vous, Azadeh Thirier-Arjangui.